va encore faire très froid cette nuit, alors nous allons essayer tous ensemble de nous réchauffer, un peu comme dans les veillées d'autrefois où l'on se rassemblait pour des causeries autour d'un bon feu de cheminée, avec une pensée ce soir pour nos amis routiers, parce que beaucoup ont passé la nuit dernière bloqués dans leur camion en raison de la neige. J'espère que la situation s'est débloquée pour vous, et bien sûr n'oubliez pas le 115 en cas d'urgence. Il y a des rondes, mais vous pouvez agir vous aussi si vous voyez une personne en difficulté. La ligne est ouverte sur Europe 1 jusqu'à 1h au 39 21. Vous serez accueillis chaleureusement par Assiba et par Quentin, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message en le commençant par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Des messages justement qui sont arrivés par courriel qui voulaient revenir sur le témoignage de Valéria. Valéria qui était cette jeune femme qui a témoigné hier en tout début d'émission parce que elle percevait le RSA, elle était actuellement à la recherche d'un emploi et elle avait essayé de créer son entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Sébastien nous a envoyé un mail parce qu'il est salarié d'une association, membre du réseau France Active, qui emploie 406 salariés en France et qui accompagne des demandeurs d'emploi dans le financement de leur entreprise. Il dit: notre activité est de nous porter caution auprès des banques pour favoriser l'accès de la banque aux demandeurs d'emploi dans le but de créer leur entreprise et donc leur emploi. Sébastien a reçu sur sa région, c'est-à-dire à Orléans, 150 personnes cette année et a accompagné au financement 50 projets. Donc il voulait donner le site de son association, www.franceactive.org. Il ajoute que concernant les aides potentielles pour les demandeurs d'emploi, en plus de leur association, dans chaque département, il y a également les chambres de métiers, les chambres de commerce qui sont là pour conseiller et orienter, ainsi que le site internet de référence de la création d'entreprises, l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Merci à vous, Sébastien, pour ce mail. Donc, n'oubliez pas franceactive.org et également APCE. Il y a également Rémi qui voulait revenir donc sur les auto-entrepreneurs et signaler l'existence de l'ADIE, ADIE, une ONG qui propose à ceux rejetés par les banques des petits crédits de démarrage d'activité et surtout un accompagnement fait par des bénévoles dont fait partie Rémi, qui peut aider à structurer la démarche de création d'entreprise qui ne s'improvise pas. Rémi ajoute qu'on trouve une agence ADIE dans toutes les grandes villes. Donc ADIE, ADIE. Voilà des adresses qui, j'espère, vous seront utiles. Voilà, par rapport aux messages, j'ai eu des messages hier au 7-21 pour la hôte de Noël. Alors attention, parce que le grand jeu a commencé. Noël approche à grands pas et Europe 1 est ravi de vous offrir des cadeaux, mais surtout il y aura une hôte de Noël là dans l'heure, mais faites bien attention, c'est le mot Noël qu'il faut envoyer, parce que moi si je vois vos coordonnées qui apparaissent sur l'écran, j'aimerais bien me transformer en Mère Noël, mais je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous. Donc écoutez bien le message qui va être diffusé dans l'heure. 39 21, 34 centimes la minute. Ton héritage, elle est pour First Lisa qui aime beaucoup cette chanson. Je voulais faire un petit clin d'œil amical à Francine, qui est factrice en Lozère et qui actuellement livre justement les paquets, les cadeaux de Noël sur les routes enneigées. Et c'est pas facile, hein, elle nous dit, mais Francine qui est à l'écoute de l'émission, elle dit merci pour cette émission qui apporte comme ça des lumières dans nos nuits blanches. Et on accueille tout de suite
Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ouais, alors je vous appelle parce que j'ai l'impression d'être dans une impasse. En fait, au niveau un peu professionnel et sentimental, j'ai l'impression de ne pas avancer. Je fais beaucoup de choses, mais tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est contrecarré après. Et puis, en fait, voilà, j'avance pas, quoi. Oui. Ouais. Alors, une impasse, déjà, je vois sentimentale, parce que vous avez vécu une rupture sentimentale. Tout à fait, oui, en début d'année, ouais, qui a été très difficile, quoi. Une personne au départ qui voulait vraiment s'engager, vraiment avancer, ça marchait très bien, et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, sans raison apparente. Vous étiez avec cette personne depuis longtemps ? 4 mois à peu près. Donc C'était récent quand même, hein ? C'est récent, mais c'est vraiment quelqu'un, à l'écouter, elle voulait vraiment qu'on avance. Oui. Ouais. Vous aviez beaucoup investi cette relation ? Tout à fait, ouais, comme un peu à chaque fois. J'ai l'impression d'investir beaucoup dans mes relations sentimentales et après de tomber vraiment de haut. D'être très déçu. Oui, tout à fait. Oui. Elle voulait s'investir, c'est-à-dire que vous faisiez des projets dans l'avenir. Tout à fait, ouais. On est même partis en voyage ensemble et tout, et puis c'est au retour que j'ai plus de nouvelles, même pendant le voyage, pardon. J'ai l'impression d'être en simple ami, quoi. Vraiment, on est partis en voyage comme 2 amis, quoi. Comme 2 amis, d'accord. Ça s'est dégradé pendant votre séjour, pendant les vacances. Voilà, exactement. Ouais. C'était la première fois que vous vous retrouviez à vivre ensemble ? Le temps des vacances ? Oui, tout à fait. Ouais. Et oui. C'est peut-être... J'ai pas trop compris, ouais, ça a été... Mais peut-être que même le temps des vacances, c'est différent de se voir comme vous voyez, je ne sais pas, des week-ends ou des soirs dans la semaine, et puis de se retrouver comme ça des journées entières. Ouais, pourtant, enfin, je suis nature à vraiment, enfin, je suis pas le meilleur non plus, mais je suis vraiment de nature à un peu organiser les choses, à prendre les devants, et puis je sais pas si c'est ça qui a peut-être pas plu ou quoi, mais je sais que les gens qui sont avec moi sont vraiment, enfin mes amis me le disent, ouais, quand on est avec toi on est bien, on est vraiment heureux. Mais c'est important, quand t'es pas ça. là, ouais, donc, quand je suis pas là, des fois dans les soirées, pourquoi t'étais pas là, enfin, etc. Quoi. Vous êtes apprécié, on apprécie votre compagnie. Ouais, tout à fait, ouais. Mais j'arrive pas à construire quelque chose de... Sur le plan amoureux. Voilà, exactement. Oui. Je pense que c'est ça le souci, c'est qu'en ami ça va, mais au niveau du plan sentimental, là, j'arrive pas à construire. Quoi. Vous avez quel âge ? 37 ans. 37 ans. Et vous avez déjà eu des histoires un peu longues ? Ouais, j'en ai eu une un peu longue, ouais, pareil, qui s'est terminée. Enfin, quand disons que c'était 1 an et demi. Ça n'a pas été... On peut pas appeler ça long non plus. Oui. On va devoir marquer une pause, Stéphane, rapide, et on se retrouve tout de suite après, d'accord ? D'accord, merci. Oui Stéphane, donc nous vous retrouvons. Donc vous dites que là vous avez l'impression d'être un peu dans une spirale, de ne pas avancer dans votre vie. Alors vous dites que dans vos relations sentimentales, vous n'arrivez pas au fond à construire. Vous avez donc le désir d'une stabilité, c'est ça ? Ouais, c'est vraiment ce que je recherche. Depuis longtemps, vous avez ce désir de stabilité ? Oui, depuis le début, en fait, je veux vraiment pas avoir des relations... C'était quand le début ? Parce que... Je sais pas, on va dire depuis que j'ai une 20aine d'années, quoi, à peu près. Ah, très jeune. Ouais. J'ai vraiment envie de construire quelque chose. J'ai pas envie de relations qui... Enfin, histoire de dire j'ai une relation, quoi. Ça, c'est pas la chose qui m'intéresse. Je
Alors peut-être que je suis un peu trop entier dans mes demandes, on va dire, mais Oui, peut-être ça, peut-être. oui. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, vous parlez d'être entier, parce que ça c'est plutôt une qualité d'être entier, mais parfois ça peut être un peu perçu comme angoissant par l'autre, et vous exprimez dans vos demandes. Ça veut dire que vous les exprimez très vite, vos demandes? Comment ça se passe quand vous avez une relation avec une jeune femme? Non, mais ça se ressent, quoi, je pense. Je les exprime pas, mais je pense que ça doit se ressentir. De quelle façon, selon vous? Je suis assez protecteur, toujours prévenant, toujours avenant, enfin, je suis... Ça, ce sont plutôt des qualités en général appréciées. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est peut-être de trop, des fois. Prévenant, avenant, c'est plutôt agréable. Protecteur, bon, protecteur en soi, ça peut être une qualité, mais de protecteur à un peu étouffant, parfois il n'y a qu'un pas. Ouais, c'est peut-être ça. Vous voyez, c'est protecteur, ça peut être synonyme de sécurité, et ça peut être très agréable, mais il peut y avoir aussi derrière le côté un peu mainmise, un peu contrôle, un peu maîtrise, parce qu'au fond, vous avez besoin d'être assuré. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Comme vous êtes angoissé par ce que vous vivez comme des échecs, vous avez besoin d'être assuré par les sentiments de l'autre. Hein, c'est un peu dis-moi que est-ce que tu m'aimes, quoi? Est-ce que le besoin d'être on a besoin d'attendre la réponse de l'autre derrière quand on dit je t'aime, on attend en fait que l'autre nous renvoie aussi cela. Donc peut-être, oui, vous avez raison, les femmes le sentent. Parce que quand vous me dites, par exemple, j'ai vu je vois votre petite fiche et vous me parlez de cette situation amoureuse, là, cette rupture sentimentale qui vous a terriblement déstabilisé, hein, puisque je vois quand même sur... 8 kilos en 15 jours, donc... Ouh là là, oui, en effet. Ah oui, je me suis arrêté 15 jours au travail parce que je pouvais pas, quoi. Ça m'a vraiment détruit, je pense, à ce niveau-là. Donc du coup, pour refaire confiance à quelqu'un, ça risque d'être un peu dur, mais j'ai l'impression que je vais repartir vers la même chose, quoi. Et oui, mais c'est là où ça ne va pas. Voilà, je crois que si je rencontre quelqu'un, je vais recommencer à... Et je le sens, quoi. Mais parce que vous partez vaincu. Hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, 4 mois, c'est normalement on est dans les débuts, on est dans la découverte de l'autre. Tout à fait. C'est très... Moi, je dirais, je vais vous dire, bon, j'aime pas donner d'indicatifs comme ça dans la durée d'une relation, parce qu'après, chaque relation est unique, puisque c'est toujours la rencontre de 2 êtres, et chaque personne est unique. Donc, mais, vous savez, il faut bien un an pour savoir un peu où l'on va. Alors, évidemment, là, je suis sûre que je vais recevoir des messages. Oui, moi, j'ai connu une personne en quelques mois. Voilà, on se connaissait, on savait, on s'est engagé. Et bien sûr que ça existe. Et heureusement, la vie, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein, ça se saurait sinon. Mais c'est bien pour ça que par moments, c'est très angoissant. Et en même temps, c'est aussi pour ça que c'est magique, parce qu'on peut toujours l'inventer, la réinventer. Bon, mais en 4 mois, on est dans les balbutiements, enfin. Et vous, là, bon, vous dites, ça s'est arrêté et ça vous a laissé, vous dites, ça m'a détruit. Mais ce qui vous a détruit, bien sûr que vous vous êtes senti terriblement malheureux, et il y avait certainement un sentiment d'abandon derrière. Mais je crois que il y a tout ce qui s'est passé avant, tout l'impression, tout ce que vous me racontez en demi-teinte, là, en non-dit. Et ce que vous anticipez déjà par rapport à l'avenir, de dire, oh là là, la prochaine relation, de toute façon, j'y vais à reculons. Parce que si c'est pour que ça soit pareil, donc vous y allez plein de peur. Alors que oui. Pardon, à des choses d'y aller tête baissée, quoi. C'est un peu aussi comment dire, un peu le contraire, quoi. Soit je vais tête baissée et je vais encore peut-être tomber sur un mur, et puis soit on n'avance pas, quoi.
Alors tête baissée ou on n'avance pas, ça revient un peu au même. Tête baissée, alors c'est pour foncer dans le mur? Bah foncer, enfin, bah comme j'ai fait là, quoi, un petit peu. Oui, mais vous prenez le mur, de toute Oui, façon. ouais. Soit les deux images que vous me donnez, elles sont quand même édifiantes. Hein, soit vous y allez tête baissée comme le... Je risque de retomber sur le même schéma, ou alors je vais pas avancer et je vais rester dans mon coin, mais je vais rien construire, quoi. Mais si vous allez construire, il n'y a pas de raison que vous ne construisiez pas, puisque vous en avez le désir. Mais construire, ça prend un peu de temps, Stéphane. D'accord, c'est peut-être ça aussi. Il faut un peu de patience. C'est-à-dire que vous voulez certainement aller trop vite parce que vous avez tellement peur de ne pas y arriver que finalement, vous faites en sorte de vous précipiter, vous précipitez, la mécanique s'emballe et vous faites en sorte d'échouer. Ou peut-être que vous avez peur de réussir. Je ne sais pas quelle image vous avez du couple au fond. C'est quoi le couple pour vous ? Si je vous dis, si vous me donniez, je sais pas, un ou deux adjectifs pour définir le couple. Deux personnes qui s'entendent C'est bien. trop déjà. Je suis désolée, mais c'est pas un ou deux adjectifs. Bah, c'est deux amoureux. Non, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas. Si vous deviez me dire s'il y a une image qui vous vient. Moi, je dirais complice. La complicité. Ouais. Mmh. L'entente. Mmh. Et puis, bah, l'accord parfait, quoi. Enfin, c'est. L'accord parfait. La complicité, l'entente. Justement, est-ce que vous l'avez ressenti avec les femmes que vous avez rencontrées ? Vous êtes allé vers elles parce que vous sentiez une complicité ? Oui, la dernière relation, on était vraiment dans le genre, il y en a un qui commençait la phrase et l'autre qui l'a terminée, quoi. C'était. D'accord. Oui, donc ça c'est troublant et il y avait un peu une relation comme ça en miroir. C'est comme si vous aviez trouvé un peu une âme sœur. Ouais, c'est ça. Donc ça a été d'autant plus le vertige quand elle vous a quitté. Quand ça s'est arrêté, ouais. Et dans le couple formé par vos parents, c'était un couple comme ça, complice, qui s'entendait bien, qui... Par mes grands-parents paternels. Vos grands-parents paternels. Ouais. C'est un couple qui compte pour vous ? Ouais, qui comptait beaucoup, ouais. Qui comptait beaucoup. Ce sont eux qui vous ont élevé ? Au tout début, oui. De mes 0 à 2 ans. Je sais pas si ça peut laisser des traces après. Ça laisse des traces inconsciemment, oui, ces premières années, même si... la preuve, vous m'en parlez. Vous les avez revus plus tard après, de toute façon. Ah oui, tout à fait. Hein, pour m'en parler. Et vos parents ? Mes parents, oui, aussi, ils s'entendent bien. Il y a pas... Bon, il y a eu des... On peut pas dire qu'il y a eu des moments difficiles, mais il n'y a pas... Non, il n'y a jamais eu de tentative de séparation, quelque chose comme ça, mais bon, ils s'entendent bien, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas eu ou il y a eu ? Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Non. C'est curieux, vous me disiez ça, pour dire ils s'entendent bien, il n'y a pas eu de tentative de séparation. Non, non, pas du tout, non. Oui. Bon, moi je pense qu'il faudrait vous donner un peu de temps. Je crois vraiment que vous voulez aller trop vite dans vos relations affectives. Vous êtes trop en quête justement peut-être de quelque chose de parfait, pour reprendre votre dernière expression. C'est quelque chose qui se construit. Vous voyez, vous parlez de l'amitié. Vous dites, Stéphane, que vos amis recherchent votre présence. Ils vous disent, quand il y a une soirée, quand vous n'êtes pas là, ben ça manque, vous leur manquez. Donc vous êtes apprécié de vos amis. Vos amis vous aiment, vous apprécient. Il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas de la même façon en amour. D'ailleurs, vous arrivez à faire des rencontres.
Après, bon, il y a des relations qui se sont arrêtées, qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs seulement à vous, parce que vous pouvez aussi rencontrer des femmes qui ne poursuivaient pas les mêmes objectifs que vous, qui n'avaient pas forcément les mêmes attentes que vous au moment où vous les avez rencontrées, qui elles n'étaient pas forcément prêtes à ce moment-là à avoir une relation dans la durée. Ça peut arriver, ça aussi. Et vous n'en êtes pas responsable. Il peut aussi y avoir effectivement chez vous un peu trop d'empressement qui peut angoisser. Il peut y avoir plein de facteurs conjugués. Ouais, qui font que... Voilà. Mais l'important, c'est que aujourd'hui, vous arriviez à reprendre confiance en vous. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai perdu aussi. Voilà. Pour ne pas aborder les prochaines relations complètement tétanisées en disant que vous allez échouer. Et peut-être, je vais même oser le mot de dire avec un peu plus de légèreté, en disant que là ne se joue pas la relation de votre vie. Qu'après tout, il y a peut-être une relation qu'au départ vous allez vivre sur un mode plus léger, peut-être sur le mode de l'aventure, en disant tiens c'est pas la femme de ma vie. Là je sens pas cette complicité, cette entente. Et puis il se trouve que ça sera peut-être la femme de votre vie. Parfois c'est comme ça aussi. Vous savez, la vie est vraiment imprévisible. Hein. Plus de distance, en fait, au départ. Oui, et de distance, pas un peu plus de légèreté. Je vais vous lire déjà parce qu'il y a beaucoup de réactions qui arrivent pour vous. Donc il y a Coquillette de Lyon qui dit peut-être ce jeune homme ne prend-il pas suffisamment le temps et ça peut effrayer. Il y a JRX qui dit je pense que l'amour ne calcule pas, on ressent, on s'envole, on comprend, on s'étiole parfois. Et il y a un autre message qui, alors là j'ai pas la fin du message donc j'ai pas la signature, qui dit vous devriez peut-être moins vous investir au départ et laisser vos partenaires vous prouver que vous comptez pour elles, mais ensuite seulement vous engager sérieusement. Et puis Brigitte qui dit vous leur faites peur peut-être un peu aux femmes en leur faisant part trop tôt de votre désir d'engagement. Alors certaines femmes, parce qu'il y a des femmes qui seraient au contraire peut-être très rassurées par cela. Vous voyez, ça dépend, hein, ça dépend des... Il y a Noël qui dit trop s'investir avec dévouement et sincérité, certes, mais l'autre peut le percevoir comme un étau. Cathy qui dit au bout de 4 mois, on n'est pas encore à s'organiser à tirer des plans sur la comète, on se découvre. Bon, c'est intéressant d'avoir des avis de femmes aussi. Hein, et puis, et le subversif dit, ce qui est important, c'est avant tout le regard que vous portez sur vous-même. Ouais, je crois qu'il n'est pas très bien en ce moment. Ben non. Et alors en plus, vous me dites sur le plan professionnel, où vous avez l'impression de ne pas avancer, qui ajoute un peu à ça. Je crois que je suis un grand anxieux en fait dans la vie aussi. Donc, certainement. Ouais. Et ça joue un peu sur tous les plans. Oui, et ben c'est ça. Alors si en plus il y a un domaine qui, on peut se raccrocher parfois quand on vit une situation difficile sur le plan affectif, on peut compenser en se valorisant dans son travail ou l'inverse. Mais s'il n'y a pas, un domaine où on peut se rattraper, mais là vous avez un peu perdu confiance en vous. Il y a de l'anxiété derrière, donc vous êtes en train de vous dire oh là là, à douter de vous. Bon. Pas complètement. Ouais. Bon. Alors, si vraiment vous sentez trop l'anxiété, vous gagner et vous sentir que vous êtes vraiment un peu trop dans une forme un peu de conduite d'échec, peut-être réfléchissez-y, mais ça vaut peut-être la peine d'aller en parler, d'avoir un peu une aide, quelques séances de psychothérapie qui pourraient vous aider à reprendre confiance en vous, hein, Stéphane. D'accord, aussi. L'origine aussi du problème. Mais l'origine, en tout cas, où vous aidez un peu à retrouver un peu cette estime de vous-même, à repartir. Oui, oui. On va accueillir Laurent qui est avec nous au 3921. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, c'est pour réagir par rapport au témoignage de Stéphane qui a l'air complètement désemparé. Et qui moi, vous écoute, oui. Je vais parler de mon cas personnel, et ça date de 4-5 ans. Bon, c'était une relation qui a duré 4 ans, et j'ai cru que tout s'arrêtait,
que j'étais vraiment au fond du puits et que je pouvais plus faire confiance à personne. Et finalement, j'ai pas attendu le départ de son témoignage, mais j'ai l'impression que c'est un bon vivant, qu'il a apprécié en société, donc il a aucun souci à se faire. Mais surtout, comme vous avez si bien dit, il faut pas précipiter les choses. Et moi, avec du recul, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter, alors que finalement, elle est belle. J'ai réussi à comprendre avec le temps que finalement, il y a les gens qui vous apprécient, tôt ou tard, vous avez le retour. Mais il faut être patient. C'est pas par rapport à un échec qu'il faut dire sa vie sentimentale est terminée, c'est pas vrai. Et moi, j'en parle en connaissance de cause. Moi, je suis allé voir des amis, j'ai dit tout est fini, j'en peux plus. Je me suis arrêté de travailler, je suis allé en cure. Et maintenant, c'est vrai, il est vrai que je parle avec du recul, mais c'est complètement idiot. Mais quand on est dans ce cas-là, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Ah mais sur le moment, on est, Laurent le dit, on peut vraiment être détruit, hein, le sentiment qu'on n'a plus aucune valeur. On peut le vivre à minima souvent quand on subit une rupture amoureuse. C'est pas un hasard si ce qui motive dans la plupart des cas les psychothérapeutes voient arriver dans leur cabinet en consultation des personnes suite à une rupture amoureuse. Et c'est toujours pris au sérieux. Souvent, les personnes se culpabilisent en disant j'ai un peu honte de venir vous voir pour ça, mais je n'y arrive plus. Même des personnes qui parfois songent à mettre fin à leur jour parce que elles se sentent complètement nulles, dans notre jargon on dit pas aimables, au sens de pas dignes d'être aimées, parce qu'elles viennent d'être quittées. Et ce sont souvent, quand on refait un peu le fil de leur histoire, des personnes qui ont une estime d'elles-mêmes déjà très très basse. Négative. Alors, voilà, c'est toujours douloureux parce que c'est une atteinte à notre narcissisme, c'est-à-dire à l'amour que l'on a de nous-mêmes et qui est nécessaire. Il y a un bon narcissisme, hein, l'amour que l'on a de nous-mêmes. Donc quand l'autre nous quitte, c'est douloureux parce que c'est comme s'il nous enlevait quelque chose de nous, une partie de nous-mêmes comme ça. Tout ce qu'il a investi sur nous, c'est comme s'il nous le retirait. Mais si on a suffisamment d'estime de nous-mêmes, une bonne confiance en nous, on va pouvoir rebondir, comme on dit un peu familièrement. Si on a une estime de nous très basse, ça peut complètement nous mettre à plat. Mais est-ce qu'il a analysé la chose, que c'est de l'amour ou c'est la fierté mal placée du mal qui a été rejeté? Ça aussi, c'est à se poser la question. Ouais. Est-ce que c'était vraiment de l'amour? C'est l'amour propre, son amour propre qui en a pris un coup. C'est mon amour propre qui en a pris un coup. Ah voilà. Mais est-ce que c'était vraiment de l'amour? Bonne question. Ah, c'est ça qui est important. Ouais. Est-ce qu'elle m'a pas fait voir des choses ou vous avez des choses peut-être que je voulais accepté entendre? beaucoup de choses, mais c'était peut-être pas de l'amour. C'est peut-être aussi, entre parenthèses, une peur de la solitude qui vous a rattaché à cette personne. Et je pense que la solitude vous fait très peur quelque part. Tout à fait. Alors c'est ce que dit Géraldine, l'effondrement intérieur ne précédit-il pas la rupture amoureuse, et dans ces cas-là, que vient combler l'autre? Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller en parler un peu en thérapie. Oh, je sais pas si... Il doit savoir par lui-même. Oui, mais c'est parfois, vous savez, oui, vous avez raison. On sait, vous avez raison, Laurent. On a toujours les réponses. On sait de quoi l'on souffre au fond, mais c'est important. Et parfois on part sur de fausses pistes où on fait les questions et les réponses et on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Donc on a les mauvaises réponses. Le fait d'en parler à un tiers, lui, va être un passeur. Il va vous aider à vous aider. Oui, mais même s'il rencontre une personne, mis à part un thérapeute, qui peut, en tant qu'amitié, ça peut suffire. Ah mais heureusement, Stéphane a des amis. Et ça, c'est très important. C'est essentiel. Donc il est pas important. seul. Ah non, bien sûr. Mais c'est différent. C'est différent. Oui, mais je crois que lui, il veut à tout prix retrouver l'amour.
Et Oui, puis on va le chercher, moi on va le trouver. je suis d'accord avec vous, c'est pour ça, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'il retrouve confiance en lui. Ouais, déjà, ouais, je pense aussi qu'il faut l'arriver à retrouver. Mais non, mais je sais pas, j'ai pas entendu le départ. Il avait une relation de 4 mois. Oui, on va pas refaire toute l'histoire. Oui, c'était une relation de 4 mois, oui. Oui, donc 4 mois, c'est très peu. Maintenant, 4 mois ou 4 ans, tout dépend de l'intensité. Ça se mesure Exactement, oui. Vous avez raison, le mot est prononcé et la façon dont on l'a investi. Mais il faut pas qu'il se laisse détruire par rapport à ça, c'est ça. Non, la non, vie, comme dit, c'est pas parce qu'il manque un arbre que la forêt est dépeuplée. Hein, Oui, c'est une belle image. Oui. Il y a des messages aussi qui arrivent. Il y a Brigitte qui dit il faut du temps parfois pour savoir ce que deviendra une relation, plus que quelques mois en tout cas, et ça peut se faire très progressivement. Il y a un autre message qui dit le plus dur, semble-t-il, pour Stéphane est de ne pas comprendre pourquoi il a été quitté, mais ça arrive à tout le monde. Même les plus grandes stars sont quittées, et parfois plusieurs fois. Ben oui, les stars sont humaines. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui dit c'est tout à votre honneur, Stéphane, de vouloir une relation durable, mais au début d'une relation, il faut parfois vivre au jour le jour et prendre le meilleur. Il y a quelqu'un qui dit lors de votre prochaine rencontre, c'est Salomon, prenez le temps de vivre, vivez l'instant, les choses se feront d'elles-mêmes si elles doivent se faire, vous ne devez pas chercher à vous justifier et à convaincre absolument. Mais il y a peut-être quelque chose de plus profond dans son enfance où il a déjà subi un abandon. Il y a des choses peut-être à voir si Stéphane le souhaite. Et puis il y a Mathilde qui dit Stéphane, semble-t-il, recherche l'accord parfait, mais se donne-t-il le temps de savoir si les partenaires qu'il a rencontrés étaient bien celles qui pouvaient lui correspondre? Bonne question. Ouais. Bonne question. Et elle ajoute il faut pas aller trop vite et laisser à l'autre de la place pour exprimer son désir. C'est ça. Il y a aussi toujours ça, vous parliez de demande, donc votre désir, et puis ne pas oublier que il faut aussi laisser le temps à l'autre pour que l'autre puisse, le désir de l'autre émerge aussi dans la relation. Hein ? Écoutez, voilà quelques pistes, en tout cas, Stéphane. J'espère que quelques pistes de réflexion. J'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer. Vous voyez, en tout cas, à travers les messages que ça concerne beaucoup de monde, ce sentiment-là. Et j'espère que ça vous aidera un petit peu, vous, dans votre cheminement. Mais on l'entend et je vous remercie beaucoup, Laurent, d'avoir pris la peine d'appeler pour dire que vous, à un moment, vous aviez aussi failli laisser tout tomber et puis qu'aujourd'hui, vous êtes heureux d'être là. Voilà. Et j'ai, comme sa manière de, quand on est bien en société et tout, un jour ça viendra sans qu'il s'y attende. Un message justement pour conclure qui dit si le sentiment d'abandon est tellement aigu qu'on vacille, il peut être profitable de chercher à consolider son sentiment de sécurité intérieure. Et c'est très juste. C'est-à-dire que à partir du moment où on a consolidé ce sentiment de sécurité intérieure face aux épreuves de la vie, parce qu'elle en réserve toujours, et être quitté en est une, on arrive quand même à garder cette colonne vertébrale et à rester debout. Voilà. Et Samy qui dit les priorités pour vous, Stéphane, sont de vous ressourcer, de vous rééquilibrer et de vous respecter. Déjà, ouais. Mais qu'il ne perde pas confiance en lui. Merci. C'est ça la chose primordiale. Merci pour vos paroles de réconfort, Laurent. Et bonne chance à vous, Stéphane. Merci Laurent, merci Caroline. De rien. Au revoir. Allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
Ah, mais Bertrand Rutilly, en ce moment, il fait en sorte que je fasse tout pour perfectionner mon anglais. Il y en a des titres anglais. Allez, une petite annonce pour les 10 ans de l'émission. Ça approche, J-, quoi, on est mercredi. Ben oui, dans une semaine, on sera à la veille des 10 ans, puisque c'est le 9. Alors, encore, allez, si vous avez encore quelques témoignages, on est preneurs. Si vous avez témoigné dans l'émission pendant ces 10 ans, eh bien, dites-nous, est-ce que cela a changé quelque chose dans votre vie? Est-ce que ça vous a permis de débloquer une situation? Est-ce que ça a provoqué chez vous un déclic, une prise de conscience? Est-ce que ça a été déterminant à un moment donné de votre vie? Est-ce que le fait d'avoir parlé avec moi à l'antenne et avec les auditeurs aussi, les témoignages, les réactions des auditeurs, est-ce que ça vous a apporté beaucoup de réconfort? Venez nous le raconter au 39 21, choix 2. Vous indiquez bien votre prénom, votre numéro de téléphone et Assiba ne manquera pas de vous rappeler. Merci beaucoup par avance. Bonsoir Marina. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'appelle dans un premier temps parce que j'avais appelé il y a à peu près 2 ans de ça. Oui. Racontons comme quoi je n'avais plus de contact, ça faisait 5 ans, avec mon père et que j'en souffrais beaucoup de ne plus n'avoir contact avec lui. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de 4 mois, il me semble, parce que je connaissais pas encore le sexe de l'enfant. Oui. Et ça me pesait beaucoup. Je me posais beaucoup de questions par rapport à cela. Est-ce que mon enfant va connaître son grand-père? Comment ça va se passer et tout. Et j'étais très surpris le jour de la naissance de ma petite fille. Mon père est venu à la maternité la voir comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait rien eu. Alors il est venu et tout s'est bien passé, mais il a appelé après quelques fois quand j'étais à l'hôpital, mais après plus du tout de nouvelles. Il a pu grandir, évoluer, tout ça, quoi, juste au moment, juste pour voir sa petite fille, quoi, dans un premier coup. Après, je pense que lui, il attend que plutôt moi, je me manifeste pour continuer à se parler et tout ça, mais moi, je veux plutôt que ça soit lui, à lui de faire encore le pas, de prendre des nouvelles et voilà, quoi, s'il veut rester en contact. Parce que quand il est venu donc à la maternité, c'est que vous aviez pu le joindre, puisque à ce moment-là vous n'aviez plus du tout de contact. En fait, donc vous avez. Ma sœur, excusez-moi, ma sœur c'est la marraine et elle lui a sûrement dit comme quoi j'ai accouché, quoi. Après, moi, j'avais pas vraiment... Votre sœur, donc elle était en contact avec votre père? Elle habite chez mon père. Elle habite chez mon père et du coup, elle lui a sûrement dit que j'avais accouché. Elle a sûrement donné des nouvelles et... du coup, et comment se fait-il, vous, Marina, que vous n'ayez plus de contact à ce moment-là avec votre père? Enfin, vous aviez quel âge à l'époque? 15 ans, on va dire. 15 ans. Et vous viviez où? J'étais en foyer à l'époque, parce que mon père m'avait fait du mal. Et du coup... vous avez fait du mal, c'est-à-dire? Oui, des attouchements. Et tout ça. Durant mon enfance, et j'ai pas supporté ça, j'en ai parlé, et après, voilà, quoi. Bon, maintenant, j'ai 22 ans, j'ai un peu plus évolué, grandi et tout ça, je vois les choses différemment. C'est-à-dire, comment les voyez-vous? Je sais pas si s'il y a quelque chose qui s'est révélé en moi depuis que je suis maman, mais c'est-à-dire qu'avant j'avais un manque de la famille, surtout en période de fête et par moment, par date, d'anniversaire et tout cela, mais maintenant je le ressens moins, beaucoup moins. Oui. Et parce que j'ai ma petite famille, je vis au jour le jour, j'ai plein de projets, j'avance et je vois positif. Et avant, il y avait vraiment rien qui me rattachait pour être bien. Oui. J'avais toujours un mal-être en moi. Bien sûr, oui.
toujours quelque chose qui n'allait pas. Tous les jours, le soir, je me couchais en pleurant. Le matin, je me réveillais en pleurant. J'étais pas bien. Personne n'arrivait à me mettre la joie en moi, quoi. J'arrivais pas à être bien. Et depuis que j'ai eu ma petite fille, je vois du bonheur, et les choses, je positive tout le temps. Et je suis bien pour elle. Je m'autorise pas à être mal. Même si des fois j'ai des petites coups cafards, ça dure pas. Pas comme avant. Je positive et voilà. Je trouve toujours des solutions justes. Oui, c'est un formidable moteur pour vous finalement. Elle vous donne beaucoup d'énergie. Vous êtes devenu responsable d'elle. Vous êtes et elle vous permet d'avancer, comme vous dites. Aujourd'hui, vous construisez votre famille. Vous êtes avec son papa. Oui. Vous avez construit, c'est formidable malgré ce que vous avez vécu. Vous avez réussi vous avez construit votre cocon autour de vous. Donc vous avez moins besoin de votre famille d'origine. Voilà. Je ressens moins le besoin. Après, des fois, c'est certaines personnes qui prennent contact, mais après ça part. Mais je me sens pas. C'est vrai, je suis allée une fois montrer à ma grand-mère, à mon grand-père. Mais je me sens pas le besoin tout le temps de les voir ou de partager des moments. Et même pour moi, si maintenant si je reviendrais dans la famille, si je partagerais des moments, ça serait bizarre pour moi. Je suis plus, je sais pas, j'arrive plus. Et même, pour l'instant, peut-être que le besoin reviendra plus tard, on ne sait pas. Avec le temps, mais pour l'instant, moi, tout ce que ma famille et tout ça, ça me convient tout à fait, quoi. Et je veux dire, j'ai un bonheur, et je veux dire, c'est que du bonheur au jour le jour. Mais voilà, c'est ce qui est important, Marina. Oui. Elle a quel âge, votre petite fille là ? 9 mois. Elle a 9 mois. Oui. Ça. Oui. Donc, et vous m'aviez appelé il y a 2 ans ? Oui, à peu près, oui. C'est ça. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 22 ans. 22 ans, hein, c'est ça. Oui. Et voilà. Donc, mais je comprends au vu de ce que vous me dites que finalement vous ne repreniez pas contact avec votre père. Enfin, c'est compliqué, hein, étant donné ce qui s'est passé. Vous protégez aussi. Oui, et j'arrive pas quelque part à pardonner, même s'il faut pardonner, mais j'arrive pas. Pas toujours. Pourquoi vous dites il faut pardonner ? Je sais pas, parce que des fois, je me dis que la vie, pour pardonner, il faut déjà que la personne puisse vous le demander. Voilà, c'est ce que vous pourriez éventuellement dire oui à votre père que vous lui pardonnez, mais encore faudrait-il qu'il vous demande de lui pardonner. L'a-t-il fait ? Non. Non ? Bon. Je pense qu'il a beaucoup de fierté. Oui, enfin, c'est au-delà de la fierté, Marina, quand on est à ce niveau-là de gravité. Oui, voilà. On n'est plus, c'est plus une question de fierté là. C'est ce qu'il a fait est grave, c'est répréhensible par la loi. Voilà. Ouais. Hein, on ne touche pas ses enfants, on ne touche pas au corps de ses enfants. Voilà, les conduites incestueuses c'est puni par la loi. Moi, à partir du moment qu'il a fait ça, pour moi, c'est plus un père. Hein, c'est peut-être. Mais vous avez raison, mais non, il ne se comporte pas en tant que père. Et des fois, je retrouve dans des personnes un peu plus âgées, des connaissances et tout ça. Des fois, eux, ils arrivent à même faire mieux le rôle de père que lui, quoi. Je veux dire, des fois, j'ai beaucoup de des amis, tout ça. Hein. Je veux dire, je retrouve dans chacun quelque chose qui me manquait, que j'avais besoin et que j'arrive tellement avec tous ces petits attentions, tous ces petits bouts ça remplit plein de petites cases et ça m'enrichit chaque jour et c'est tout ce qu'il me faut. C'est tout ce qu'il me faut. Oui, mais c'est pour ça que je ressens pas le besoin d'aller vers ma famille, ma vraie famille, prendre de contact. Pourquoi ? Mais je comprends tout à fait parce que au fond, vous parlez de votre vraie famille, mais il y a votre famille de sang. Et puis il y a la famille de cœur, ces personnes que vous rencontrez
et qui vous témoigne de l'affection, de la tendresse, beaucoup de bienveillance, Voilà, tout à et qui fait, vous ouais. permettent, comme vous dites, parce que vous êtes encore une très jeune femme et qui a déjà pourtant un vécu complexe, mais de continuer à vous construire, et finalement parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et d'évoluer et au fond de se construire à travers des rencontres, et c'est un beau témoignage que vous nous livrez ce soir, Marina, parce que ça montre que quel que soit parfois ce qu'on a vécu, on peut toujours, On peut toujours avancer. relever la tête, avancer, et je veux Oui. dire... Et à travers aussi votre maternité qui vous permet aussi en devenant maman à votre tour, c'est vous avez envie de transmettre aussi à votre petite fille d'autres valeurs. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Dès la naissance, toujours je disais ma fille vivement qu'elle naisse, quoi. Et juste, je voulais dire une phrase qui m'a beaucoup émue lors de l'accouchement du papa. Quand elle est sortie, quand elle est venue au monde, il m'a dit, t'as vu, elle est là, ta fille. Et ça m'a vraiment... Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit, maintenant, je suis maman, j'oublie tout le passé, je me reconstruis, et je veux dire... Alors, il s'agit pas, quand vous dites j'oublie tout le passé, je suis pas sûre qu'il s'agit d'oublier. Le passé, il est le passé. Voilà, il restera toujours une partie en nous. Et je crois que il est important de pouvoir quand même pouvoir en parler. Ce qui s'est passé est là, est présent, et que y compris par rapport à votre petite fille, et je crois que vous, c'est important, si vous ne l'avez pas fait, quand même de pouvoir en parler, parce qu'il y a des choses qui peuvent ressurgir. Voilà. C'est pas rien d'avoir eu un père qui, vous avez entièrement raison, ne s'est pas comporté en père, Marina. Il n'a pas eu un comportement de père, parce qu'un père n'a pas de comportement incestueux avec ses enfants. Il a été dans la transgression totale. Et là, ça serait important, peut-être, lorsque vous avez été placé en foyer, vous avez dû parler avec des psychologues, parler autour de ça. Peut-être que si vous ressentez par moments, vous m'avez dit, des coups de cafard, des moments d'angoisse, et la naissance de votre petite fille peut aussi réactiver chez vous certaines de ces angoisses, le fait que ça soit aussi une petite fille, n'hésitez pas à aller en parler, parce qu'il ne s'agit pas de passer cela sous silence. D'accord, oui. C'est quand même important, ça, la petite fille, c'est important, ça ne répare pas non plus tout de votre histoire. Mais en revanche, j'entends à quel point cette naissance a été importante pour vous, à quel point vous privilégiez aussi aujourd'hui votre famille, ces relations que vous avez construites, et effectivement, vous ne devez rien à votre famille d'origine et à votre père. Et je vous embrasse, Marina, et je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci Marina, au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et tous vos commentaires au 7 21 21 avec le mot nuit, ainsi que vos courriels sur le site europe1.fr. Un petit message de Salomon au 7 21 21 qui dit: Marina, vous avez un prénom évocateur de grand large, alors n'hésitez pas à larguer les amarres avec votre famille.
Et puis Prune qui dit « Rien ne vous oblige à pardonner à votre père. Son attitude est scandaleuse. Protégez-vous surtout. » Je voulais faire un clin d'œil amical à Othello qui me dit « Je suis en pleine étude du Code civil pour le concours de plaidoirie de la semaine prochaine. Bonne nuit à la grande famille des juristes, nous dit Othello. Bon courage à vous surtout pour les révisions. » Et on va accueillir tout de suite Anne. Bonsoir. Bonsoir Anne. J'ai souhaité intervenir suite à l'histoire qui vient d'être évoquée juste avant le journal. De Marina Oui, tout à fait, de Marina, qui m'a fait beaucoup penser aux 2 dernières journées que je viens de passer, puisqu'en fait j'ai une fille de 20 ans qui a été elle-même abusée par son père. Le procès a eu lieu en correctionnel au mois de mars de cette année. Il a été condamné. Pendant toutes ces années, entre le dépôt de plainte et le moment où a eu lieu le procès, ma fille a eu beaucoup d'expressions de souffrance, de temps, d'hospitalisation. Ça a été vraiment un parcours du combattant. Hein. Beaucoup de déscolarisation aussi, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir le bac ici, donc au mois à l'été là. Et aujourd'hui, elle m'annonce qu'elle est enceinte, et qu'elle ne sait pas quoi faire, sachant que ce n'est pas la première fois qu'elle a cette crainte, donc c'est pas la première fois qu'elle fait un petit peu le jeu de yo-yo avec la pilule, visiblement. Mais bon, là, cette fois, les prises de Quelle a sang cette crainte d'être enceinte. Hein. Elle n'a jamais été enceinte. Non, mais elle a toujours... c'est pas la première Qu'elle fois... a cette crainte ou ce désir? Elle dit une crainte, quoi. C'est pas la... Je pense que sur les derniers mois qui viennent de s'écouler, il y a au moins eu 2 fois où elle me dit « Ah, j'ai pas mes règles, j'ai pas été réglo avec la pilule, je me demande si je suis pas enceinte. » Voilà, c'était comme ça régulièrement. D'accord. Et aujourd'hui, voilà. Donc, la grossesse est confirmée. Voilà, par une prise de sang. Et je suis vraiment dans une grande difficulté parce que elle me demande mon avis. Et quand je le donne, en fait, là où ça devient compliqué, c'est que je suis négative, moi, par rapport à ce projet. Oui. Hein. Et ce qui est compliqué, c'est qu'elle m'interpelle alors, à travers mes réponses, sur sa propre identité, je vais dire. Hein. C'est-à-dire son histoire à elle. Plus précisément, parce que c'est... Voilà. Elle va m'interroger sur son histoire à elle, par exemple. Plus précisément, elle va me dire, mais est-ce que c'est compliqué d'avoir un enfant Voilà, elle pose des questions qui, en plus, je trouve, ne sont pas vraiment de son niveau intellectuel, parce qu'elle sait très bien la réponse. Hein. Donc, elle la pose à moi, sa mère, la question. Je pense que c'est pas un hasard. Alors, je lui réponds, moi, je t'ai eu à 30 ans, dans un contexte déjà particulier, mais à 20 ans, oui, c'est difficile d'avoir un enfant. Ça peut même vite devenir un fardeau. Ah bon, donc j'ai été un fardeau pour toi, me dit-elle. Vous voyez, on a du mal à communiquer autour de ça. Et voilà, donc je lui ai dit plusieurs fois que je pensais que j'étais pas la mieux placée vraiment pour l'aider. Oui, vous avez bien fait. Et je lui ai proposé de reprendre contact avec des professionnels qu'on a eu à contacter toutes ces dernières années. Sachant que son compagnon, lui-même, est un jeune qui a subi aussi des violences physiques. Hein. Non. Donc voilà, c'est compliqué. Des violences de la part de ses parents père, de son père, et morale de la part de sa mère, avec qui il vit toujours. Donc un jeune homme de son âge aussi. Oui. Ça fait beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. Mais bon, voilà, c'est compliqué, j'arrive pas du tout à... Votre fille, actuellement, n'est plus suivie sur le plan psychologique, parce que vous me dites qu'il y a eu donc beaucoup de déscolarisation, beaucoup de souffrance, mais c'était... puisque l'inceste a eu lieu de l'âge de 8 à 12 ans, le procès de son père a eu lieu en mars dernier, et les hospitalisations et autres ont eu lieu à quel moment ? À partir, je dirais, de la 4e
quand on est en 4e, quel âge on a. J'ai ce repère-là parce que c'est 14 ans, non 4e. Oui, à peu près. Voilà. Et à ce moment-là, elle ne parlait pas de... Non. Oui, Elle a c'est ça. parlé plus tard. Elle a Donc il parlé y avait plus tard. énormément de mutilations, D'accord. de tentatives de suicide. Donc elle a été beaucoup hospitalisée. Et elle a porté plainte en 2007 en fait. Voilà. Et puis après ça allait pas beaucoup mieux non plus parce qu'elle se sentait coupable. Donc ensuite il y a eu une grosse période d'anorexie avec sonde nasogastrique. Enfin bon. Aujourd'hui, sur le plan psychologique, comment va-t-elle ? Moi je trouve que c'est pas top. Parce qu'elle a arrêté tous ses Vipsy en disant qu'elle en avait marre de pousser sur la touche replay sans arrêt, comme elle dit, et de tout décortiquer. Et voilà, elle me disait il y a quelques semaines, moi je veux maintenant vivre ma jeunesse, on m'a volé mon enfance et mon adolescence. Oui, ce qui est vrai. Oui, et bien sûr, je lui ai rétorqué ça. Hein. Je lui ai dit, mais peut-être que c'est le moment d'un peu vivre, quoi. Très égoïstement, elle, mais aussi et son frère, quoi. Je pense qu'on aurait un peu besoin d'une pause et pas de nouveaux gros soucis. Je n'arrive pas à voir ce projet comme quelque chose de positif, quoi. Hein. Donc, Bon, en même temps, vous exprimez votre point de vue. Elle vous demande, hein, elle vous demande, elle s'en réfère à vous et vous avez le droit d'émettre votre point de vue. Mais forcément, et vous en avez bien conscience, donc c'est important. Vous êtes tellement impliqué dans cette histoire que tout ce que vous pouvez lui dire entre en résonance et elle vous renvoie systématiquement quand vous parlez de cette grossesse et donc de sa décision avec laquelle j'entends vous rester très respectueuse, c'est-à-dire qu'au fond vous ne lui dites pas, en même temps vous n'êtes pas intrusive et directive, vous ne lui dites à aucun moment de ce qu'elle a à faire. Vous donnez votre avis, mais vous ne lui dites pas ce qu'elle doit faire. Vous ne lui imposez pas. Vous avez le droit de donner votre point de vue, mais vous ne lui imposez pas. Bon, ce qui est très différent. Mais elle vous ramène à elle, enfant. Quand elle vous dit, est-ce que c'est difficile d'avoir un enfant ? Elle parle d'elle. Oui. Elle, sans arrêt, quand elle vous dit, vous lui dites, j'avais 30 ans quand je t'ai eu, mais toi tu en as 20. Mais enfin, on voit bien que c'est pas une question d'âge. Parce que certes, vous aviez 30 ans, pour autant, son histoire, la vôtre, l'histoire de votre fille, ça n'a pas empêché toute cette souffrance. Donc, on voit bien que c'est pas une question d'âge. Et que le problème, c'est son enfance lui a été volée. Oui. Et qu'il y a des choses qui restent à réparer. Voilà, et que certainement, évidemment, d'un point de vue extérieur, ne connaissant pas votre fille, on peut penser que même dans ce qui apparaît comme quelque chose dans ce jeu, et je mets beaucoup de guillemets avec la pilule, qu'est-ce que ça vient refléter, qu'est-ce que ça vient traduire, au fond, cette grossesse là. Qu'est-ce que ça vient dire ? Et ça serait à interroger. Ce qui m'a interpellée dans le témoignage de Marina, c'est comme moi j'ai senti qu'à travers la naissance de sa petite fille, elle avait pu passer d'une famille à une autre. Oui. Et peut-être d'une famille toxique à une famille qu'elle va construire. Oui. Hein ? Et je me demande si ça n'a pas parfois ce sens-là pour des jeunes qui sont dans ce genre de problématique et que ma fille pourrait aussi faire partie de... Oui, je comprends que le témoignage de Marina vous ait fortement interpellé, parce que Marina nous disait que aujourd'hui, avec la naissance de sa petite fille, évidemment, l'enfant est aussi donne une énergie considérable, et il y a quelque chose, il peut y avoir une réparation mais formidable. C'est le rôle de l'enfant à venir.
C'est ça, moi, que je c'est une question, oui. Et c'est pour ça que je voulais aussi dire quand même à Marina, quand elle a dit à un moment, il faut, le passé, maintenant, il faut l'oublier. On n'oublie pas le passé, surtout pas un tel passé, et que il y a l'enfant ne naît pas vierge de tout passé. En venant au monde, on hérite de l'histoire de ses parents, et que pour ne pas faire porter un fardeau trop grand à l'enfant, il est important de pouvoir parler de ce qui a été cause de bien des souffrances et de s'en débarrasser le plus possible, en tout cas pour ne pas les transmettre trop à l'enfant. Donc quand il y a eu de l'inceste dans une famille, il faut impérativement que les choses se parlent, se disent. Alors ça, je comprends. Oui, c'est fait, mais c'est fait. Mais si vous voulez, au-delà de ça, bien sûr que pour votre fille c'est douloureux parce que elle peut avoir l'impression que elle a parlé des faits, elle a parlé de il y a eu ce procès où son père a été condamné. Alors elle peut dire oui, j'appuie comme elle dit sur la touche replay. Alors peut-être qu'elle a besoin actuellement d'une pause. Oui. Et peut-être qu'elle reprendra plus tard. Peut-être qu'effectivement, supposons qu'elle décide de garder la grossesse et qu'il peut y avoir des moments comme ça, parce qu'une grossesse réactive beaucoup de choses et qu'elle peut avoir des moments ponctuellement où elle peut en parler. En revanche, la suggestion que vous lui avez faite d'en parler avec des personnes extérieures est une excellente suggestion, parce qu'il faut qu'elle puisse en parler avec des personnes qui ne sont pas aussi impliquées affectivement que vous ne l'êtes. Oui. Sauf que, si vous voulez, ça me provoque, moi, de la culpabilité, parce que je me dis aussi qu'une nouvelle fois, je ne sais pas la soutenir, alors que j'ai fait preuve... Mais si vous la soutenez en faisant cela. En me mettant en distance, quoi. Mais oui, parce que c'est la meilleure des choses. Là où vous seriez, si vous vous impliquiez trop dans cette prise de décision, vous finalement, vous ne respecteriez pas votre fille. Oui, c'est vrai. D'une façon ou d'une autre. Et finalement, la soutenir, c'est dire, je suis trop proche de toi pour pouvoir... cette décision, elle t'appartient. Et quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. C'est là où vous pouvez la soutenir. Je crois que alors c'est peut-être ça qu'elle a besoin d'entendre, et peut-être qu'au fond, si vous pouviez lui dire ça, Anne, ça lui permettrait de prendre réellement une décision plus personnelle, plus libre, si tant est qu'on puisse être libre, mais c'est-à-dire pas une décision en réaction. Oui. Parce que elle est encore à un âge où on fait les choses souvent, et d'ailleurs même parfois bien plus tard, soit parce que on veut être dans le désir de ses parents, ou alors au contraire parce que on fait les choses contre eux. Je pense qu'il y a beaucoup de ça ici. Oui. Donc, si vous voulez, si elle vous sent trop opposée au fait qu'elle garde cette grossesse, elle risque de s'arc-bouter et de dire je vais garder cette grossesse, alors que peut-être au fond ce n'est pas réellement son désir. Si vous lui laissez vraiment le champ le plus libre possible en disant il est important que tu puisses en parler, évoquer toutes les possibilités, trouver une écoute auprès de quelqu'un qui soit extérieur à la famille, extérieur à ton cercle d'amis, le plus neutre possible, parce que ce qui compte, c'est toi, et toi seul. Parce que ça t'engage toi, ton compagnon,
et cet enfant. Oui. Et moi, ta mère, ta maman, quelle que soit ta décision, je serai toujours à tes côtés. Je serai là pour toi. Parce que c'est ça, au fond, qu'elle a besoin d'entendre. Que vous serez là pour elle. Sauf que ça a été dit à d'autres époques de notre relation où il y a eu, comme vous l'avez compris, des moments très difficiles, où j'ai dit je serai toujours là pour te soutenir et tout. Mais elle a parfois été dans des moments de telle souffrance que moi j'ai dû passer la main. Et donc encore aujourd'hui, elle me le reproche. Et elle me dit, oui, mais tu avais dit que tu serais là, sauf que j'ai quand même bien été enfermée à l'HP, tu n'as pas été là à tel moment, tel moment. J'ai été obligée de passer la main à des professionnels qui m'ont dit, madame, pendant un moment, faut rester sur le côté, quoi. Oui. Et c'est comme ça que vous l'avez le mieux aidée. Oui, mais Anne. Ça reste pour elle... Pour le moment. Oui. Pour le moment, parce que c'est encore très récent et elle a pu se sentir lâchée, et parce que c'est aussi lié à ce qu'elle a vécu. Oui. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand son père abusait d'elle, elle se sentait, elle se sentait terriblement seule. Oui. Donc tout ça est très mêlé. Tout ça, ça pourrait être mêlé. Tout ça est très mêlé, et évidemment, ça l'interroge beaucoup sur est-ce que c'est compliqué d'avoir un enfant ? Qu'est-ce que c'est qu'être mère ? Tout ça est très compliqué. Ce sont déjà des questions très complexes quand on n'a pas ce vécu-là. Oui. Et quand on a un vécu tel que le sien, évidemment, ça prend une connotation d'autant plus douloureuse. Oui. Donc c'est pour ça qu'il serait important qu'elle soit soutenue et qu'elle puisse bénéficier d'une aide et d'un soutien. Donc vous avez très bien fait de l'encourager à aller parler, et rapidement, parce que si jamais elle ne souhaitait pas, je ne sais pas, elle est enceinte de combien de semaines ? Elle doit faire bientôt une échographie pour fixer le nombre de semaines exactes. Oui, donc il faudrait qu'elle puisse prendre un rendez-vous rapidement avec les personnes. Mais enfin, si elle explique sa situation, ils vont la recevoir très vite. Si vous voulez, si jamais elle décidait d'interrompre la grossesse, que ça puisse être fait, que ça soit dans les délais. Oui. Mais alors, je sens bien qu'elle n'est empressée pour rien du tout. Parce qu'elle doit être certainement, elle doit être dans une telle ambivalence, c'est-à-dire avec des sentiments qui cohabitent et très contradictoires, que ça la paralyse. Oui. Donc, quand on est, si vous voulez, l'ambivalence, d'avoir des sentiments qui sont tellement contradictoires, empêche toute action. Donc peut-être, alors vous ne pouvez pas là non plus prendre de rendez-vous pour elle, mais dire parce que ça serait déjà être directif. Oui, ça serait être intrusif. Ça voudrait dire moi j'agis à ta place. Mais dire va en parler, dire ça je l'ai fait. Et peut-être l'encourager à en parler ou avec elle ou avec son compagnon. Enfin. Oui, ça pourrait être bien aussi ça. Oui. Mais évidemment qu'il y a quelque chose autour de l'enfance, là, de son enfance à travers cet enfant, et que même en étant reçu, surtout par les gens, les thérapeutes qui connaissent son histoire, ça peut en quelques séances permettre de dire, d'y voir un petit peu plus clair. Oui. C'est ce que dit le subversif d'ailleurs. Il y a certainement chez elle vous en veut parce que le rôle de mère est un peu coupable à ses yeux, et finalement l'enfant est une façon de cautériser un peu la plaie de l'enfant qu'elle fut. Elle vit une ambivalence en forme de dilemme. Il y a quelque chose comme ça, d'où sa difficulté à prendre. C'est illusoire de penser qu'un enfant peut autoriser quoi que ce soit. Bien sûr. Ça, on est tout à fait d'accord. Elle a une réflexion qui lui permet elle me dit, j'envisage toutes les hypothèses qui peuvent aller du désir d'enfant au besoin d'enfant. Mais elle est intelligente, mais si vous voulez, là, c'est plus l'intelligence, c'est l'affect. C'est-à-dire qu'elle est prise dans quelque chose de l'ordre de l'affectif et de l'irrationnel. C'est-à-dire que, de toute façon, dans le désir d'enfant,
on n'est plus dans l'intellect, on est dans l'affectif et dans quelque chose d'un peu irrationnel. Il y a quelque chose qui nous échappe. De toute façon, dès qu'on touche au désir, en général, et dans le désir d'enfant, il y a quelque chose qui reste assez énigmatique, un peu obscur, un peu. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Oui. Donc, évidemment que tout en rationalisant, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Et d'ailleurs, dans ces lapsus qu'on peut qualifier de lapsus contraceptifs. Oui. D'où l'intérêt d'en parler. Mais vous, je vous sens, Anne, très posée, malgré, j'imagine, tout ce qui ça doit sacrément cogiter dans votre tête et bouillonner en vous. Et je trouve que vous arrivez à malgré tout garder un calme et une et ça c'est pas quelque chose de perçu comme positif, parce que c'est perçu en général comme étant de la distance et de la froideur. Alors là, bon, on ne se connaît pas, vous percevez ça comme ça. Oui, pour votre fille, elle peut avoir, elle a le sentiment que du coup, vous êtes à distance de ce qu'elle vit. Voilà. Oui. Peut-être essayer, pas avec mes mots à moi, parce que ça, c'est jamais bon de reprendre les mots d'un autre. Avec vos mots à vous. Ce que je veux essayer de vous dire, c'est que votre fille, à ce moment-là, ce qu'elle a besoin de savoir, c'est que vous serez là pour elle et que sa décision, c'est elle aujourd'hui. En même temps, elle vous demande quelque chose de compliqué parce que elle vous demande d'agir en tant que mère. Là où elle vous reproche de ne pas l'avoir fait quand elle était petite fille. Donc elle vous demande en gros de dire si tu pouvais décider pour moi. Ce que vous ne pouvez pas faire, peut-être que vous pouvez lui dire, tu sais, j'aimerais bien, je sens que c'est très compliqué pour toi et difficile ce choix. Et lui dire que vous savez à quel point elle se trouve à un moment de sa vie, encore une fois, qui est très compliqué, et à quel point vous aimeriez pouvoir l'aider comme vous auriez aimé le faire si vous aviez su ce qu'elle vivait. Peut-être que ça peut être aussi une façon de dire, pour vous. Mais que vous ne pouvez pas décider de ça parce que c'est une décision beaucoup trop intime et beaucoup trop. Elle ne me demande pas ça. Ce qu'elle me demande, elle me dit mais si je le garde, tu vas me détester jusqu'à la fin de mes jours, par exemple. Alors qu'est-ce que vous lui dites là? Mais j'ai dit mais bien sûr que non. Elle a peut-être elle a besoin d'être rassurée. Oui. Rassurée sur le fait que vous l'aimez, que vous serez toujours là pour elle. Et que vous ne la détestez, que vous l'aimez, et que vous serez là, et que vous serez à ses côtés. Ce qui est un peu douloureux aussi, c'est que je trouve qu'après le procès, on y a eu une période d'embellie où on était beaucoup plus proches qu'avant, etc. Et que très vite, cet événement-ci recomplique notre vie, quoi. Enfin, c'est très égoïste peut-être de dire ça, mais recomplique la mienne en tout cas, alors que je pense qu'on avait besoin de se poser et de se restaurer un peu les uns les autres dans la famille, quoi. Mais bon, voilà. Oui, la vie est parfois compliquée, mais bon, vous verrez. Dites-lui, je pense que pour laisser le champ libre, qu'elle ne s'arc-boute pas sur une décision, parce que, vous voyez, quand elle vous dit si je le garde, tu vas me détester. Non. Quelle que soit la décision qu'elle va prendre, vous serez à ses côtés. Parce que ce qui compte, c'est elle. Oui. Je pense que pour elle, ce qui compte, c'est déjà plus ce qu'elle appelle le squatter. C'est comme ça qu'elle appelle l'embryon, quoi, le squatter. Oui, ce qui montre bien cette très grande ambivalence. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même un corps étranger. Tout à fait. Oui. C'est quand même un élément indésirable, un squatteur. Oui, un squatteur, on ne le laisse pas... Non, normalement, non. Il n'est pas bienvenu, un squatteur. Voilà, tout à fait, oui. Oui, donc on voit bien quand même... C'est squatteur ou polichinelle. Et polichinelle, alors, polichinelle, il y a plus... Oui, c'est un jouet, mais il y a... Oui. Oui, il y a l'expression très familière. Oui. Polichinelle, oui, c'est un peu marionnette, il y a un peu d'agressivité, un peu. Alors, en même temps, ça peut être, ça dépend. Il y a des régions où on dit ça, mais bon,
peut y avoir un côté un peu plus tendre, mais squatter, il y a quelque chose d'agressif. C'est un indésirable. Ah oui. Donc, laissez-lui allez vraiment qu'elle prenne rendez-vous pour en parler rapidement. Dites-lui, moi je ne peux pas, je suis justement trop proche de toi. Je suis ta mère et je peux pas là dans une situation comme celle-là parce que je suis trop impliquée, je suis trop proche de toi. Dites-lui ça. Donc il faut que tu en parles à quelqu'un qui est vraiment complètement extérieur et qui lui ou elle ne pourra pas t'influencer. Parce que justement, moi, j'ai pas envie de t'influencer parce que je serai là, quelle que soit ta décision, je la respecterai. Oui, d'accord. Hein? Mais ça m'éclaircit bien. Voilà, les dernières phrases là, que vous avez dites, ça me convient bien. Bon. Mais merci beaucoup. Bon courage, Anne. Merci et bonne soirée à tout le monde. Hein. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, je vous remercie. De passer à l'antenne. De passer à l'antenne. Même si je suis déjà passée, ça fait toujours bizarre. On ne s'y habitue pas? Non, j'ai un petit peu le cœur qui bat, mais ça va. Oui, alors vous m'aviez appelé quelques fois ces dernières années, je crois. Ça remonte à un petit moment, non? Oui, j'ai pas appelé depuis, mais oui, j'avais appelé parce que je passais des moments difficiles avec mes parents. Je sais pas si vous vous rappelez. Il faudrait m'en dire un petit peu plus. D'accord. Parce que là, comme ça, non, je vois sur votre petite fiche que vous avez appelé ces dernières années, mais non, là, comme ça, de mémoire, non. Alors en fait, j'ai dû appeler parce que en fait, mon père était violent avec ma mère. J'arrivais pas à gérer, donc je vous avais appelé pour avoir conseil. Oui. Après, je vous ai appelé parce que ma mère était décédée. Donc pareil, j'arrivais pas à mais pas des suites, pas des suites de cette violence. Non, elle est décédée de suite de maladie. Oui. Et puis donc j'ai vécu 1 an avec mon père. Ça n'a pas été la meilleure année, disons. Oui. Et donc en fait j'ai appelé pour dire que maintenant j'ai réussi à trouver des gens qui ont su m'aider dans ma famille, qui m'ont hébergée pendant 3 ans et qui ont fait que ce que je suis aujourd'hui. Oui. Donc, c'est-à-dire que vous êtes actuellement chez des membres de votre famille, vous habitez chez eux? Non, j'ai habité chez eux pendant 3 ans, donc j'ai vécu 1 an avec mon père il y a 4 ans au décès de ma mère. Mais vous avez quel âge aujourd'hui, Morgane? J'ai 19 ans. D'accord, donc quand votre maman est décédée, vous étiez toute jeune? J'avais 15 ans. 15 ans. Donc vous êtes restée 1 an avec votre père, avec qui ça devait être effectivement compliqué. Il buvait, donc ça n'a pas arrangé les choses. Oui. Et du coup, il n'a pas réussi à gérer la maison et tout ça. Donc voilà, on était un petit peu, les relations étaient un peu tendues parce que je en voulais quand même pas mal. Mais du coup, j'ai fait ma première seconde. Donc quand j'étais chez lui et donc quand j'ai emménagé chez mon cousin, j'ai redoublé ma seconde. Oui. Et j'ai continué jusqu'à la terminale, j'ai eu mon bac, donc là en juin. Félicitations. Merci beaucoup. C'est formidable d'avoir eu, d'avoir pu poursuivre vos études, d'avoir eu votre bac dans des conditions vraiment très très difficiles. Hein. C'est vraiment grâce à mon cousin et à son ami parce que
s'est rencontrés par hasard. On se voyait pas énormément. Oui. Mais on s'est rencontrés par hasard et ils m'ont demandé ce que je voulais faire et je leur ai dit que j'en savais absolument rien, que je serais coiffeuse par défaut. Enfin, oui. C'était pas une vocation. Et ils ont trouvé que ça allait pas du tout et du coup ils ont décidé de m'héberger chez eux et voilà. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir. Parce que vous n'aviez plus de contact au départ avec ce cousin. On se voyait, enfin on savait au téléphone de temps en temps, mais enfin voilà, c'était pas un membre proche de ma famille. Donc ça m'a d'autant plus étonnée. Oui, le fait qu'ils vous tendent la main, qu'ils vous hébergent et qu'ils vous disent non, il faut faire autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie comme projet ? Quels sont vos projets aujourd'hui ? Je suis en première année de psychologie. Vous voulez faire de la psycho ? Voilà. Oui. Ça se passe bien ? Oui, enfin j'apprends des choses très très intéressantes. Donc. Oui. La première année, il faut s'accrocher. Hein. Il y a beaucoup de matière. Il faut. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire après dans quel, plus particulièrement dans quel domaine vous voulez vous diriger de la psychologie ? Je voudrais faire psychologue clinicienne, mais après pour enfants et adolescents. Après, j'ai encore 5 ans à tirer, donc j'ai peut-être encore le temps de. Bien sûr, vous avez le temps d'y réfléchir en étant. En étant en première année, bien sûr, vous allez après faire des stages, vous aurez le temps. Oui, mais vous avez envie de vous spécialiser dans le soin et c'est ça, dans la clinique. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, dites-moi. Je me dis que si je peux rendre un peu de ce que moi j'ai reçu, voilà, je sais que moi ça a permis de m'aider et du coup, voilà. C'est un sacré parcours, hein, Morgane, parce que moi je suis quand même épatée par le fait que vous ayez pu continuer vos études comme ça avec ce que vous avez traversé. Parce que perdre votre maman comme ça, jeune, vivre une année avec votre père, cette année a dû être très difficile. Et puis, puisque vous aviez vécu avant dans ce contexte familial, pouvoir vous accrocher, quelle volonté, hein, il en faut de la ténacité. Donc, je veux dire, quand vous me parlez, des gens qui m'ont aidé. Ouais, mais enfin, ça enlève rien. Oui, d'accord, mais enfin, ça enlève rien à votre mérite personnel. Donc, quand vous me dites les 5 années de psycho, franchement, il y a aucune raison que vous n'y parveniez pas, hein, parce que non, j'ai vraiment envie de faire ça, donc je vais. Oui, non, mais parce que quand je vois par rapport à ce que vous venez de traverser, il vous a fallu vraiment beaucoup de combativité. Donc là, la fac de psycho, je veux dire, à partir du moment où vous êtes motivé, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Franchement. Donc, on verra après, je sais pas, on n'est pas à l'abri, mais j'espère. Regardez, il y a même les encouragements du subversif qui dit, on le dit peu, mais une enfance, c'est toute une vie pour l'enfant. Une jeunesse, toute une vie pour le jeune. À 19 ans, Morgane est déjà grande d'une riche vie. C'est joliment dit, hein? C'est joliment dit, mais c'est vrai, parce que c'est un sacré parcours que vous avez. Donc, en plus que vous vous destiniez justement à aider des enfants, des adolescents, je suis sûre que vous ferez une excellente psychologue. Beaucoup d'empathie. Ouais, je pense vraiment. Il y a Prune aussi. Je rappellerai quand j'aurai mon diplôme. Il y a Prune qui dit bravo et bonne route, Morgane. Vraiment. Merci beaucoup. Ouais, moi je suis vraiment heureuse d'avoir de bonnes nouvelles comme ça de vous. Parce que voilà, je me suis dit que vous avez aussi contribué à ce que à m'apporter des réponses, même si c'est pas une thérapie, ça apporte quand même pas mal de réponses. Donc voilà. Très modestement. C'est une période qui allait bien, alors j'avais envie de vous en faire profiter. Je suis très touchée que vous ayez pris la peine, à un moment justement où ça allait bien, de me tenir au courant de votre évolution. Vous vous trouvez où là ? Vous êtes en quelle fac ? À la fac de Nantes. À la fac de Nantes. Il y a une bonne ambiance ? Ça va. J'ai des copains, copines
nouveaux, puisque Oui. J'ai quitté ceux du lycée qui sont partis un peu partout en France. Oui. Donc voilà, je me suis fait des nouveaux amis, donc c'est très bien. J'ai une nouvelle vie, donc nouvel appart, nouvelle fac. Bon. Voilà. Donc, mais écoutez, vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonne chance, vraiment une bonne route. Il y a Coco aussi qui dit félicitations et plein de bonnes choses à vous, bonne continuation. Merci C'est beaucoup. vraiment Ça fait plaisir. bravo pour ce parcours, Morgane. Hein. Merci beaucoup. Et puis rappelez-moi de temps en temps pour me donner de vos nouvelles. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Domi également qui dit bravo Morgane et continuez ce joli chemin. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute Joël. Moi, je venais en réaction sur donc pas le témoignage précédent, mais les deux d'avant, sur les personnes qui avaient plutôt été victimes d'inceste et autres. Et donc, j'ai expliqué que moi, j'étais interpellée parce que pour avoir connu les mêmes difficultés, j'ai pas eu la chance d'avoir une maman qui s'est préoccupée à un moment donné de mes grossesses, ni ne m'a accompagnée. Et je me suis pas posé les mêmes questions. J'ai quatre enfants et j'ai expliqué que j'ai 4 garçons. Je me demande à un moment donné si c'est pas fait pour, parce que j'aurais mal vécu d'avoir une fille par rapport à ce que j'ai vécu. Je me serais toujours posé la question. Et qu'effectivement, je n'ai jamais consulté personne. J'ai toujours vécu ça toute seule. Je m'en suis débrouillée plus ou moins, j'en sais rien. Et que moi j'aurais souhaité avoir une maman effectivement qui se serait posé les mêmes questions que celle d'avant et Oui, qui aurait Anne. été pardon Comme oui, Anne. Voilà, Oui. Anne, Oui. j'avais pas retenu son prénom. Et que voilà, que je trouve bien, moi, qu'elle se pose des questions. Évidemment, elle se positionne peut-être parfois mal par rapport à sa fille, mais en tout cas, elle est là, quoi. Ah, n'a jamais d'ailleurs, été je mon n'ai cas, pas parce dit que- qu'elle s'est positionnée mal, hein, d'ailleurs. Non, elle se pose des Non, mais questions. elle se demande parfois où elle doit, ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle doit pas dire. Moi, ce qui n'a pas été mon cas, personne n'a jamais été là, alors que dans ma famille, tout le monde a toujours su ce qui s'était passé et personne n'est intervenu. Et j'ai pas eu le droit non plus à un procès parce que mon père est décédé avant ma majorité, donc voilà. Mais voilà, quoi, je me dis que à un moment donné, c'est bien aussi, c'est important d'avoir des gens qui sont là, mais même si on sait pas comment se comporter, qu'on sait pas quoi dire. De savoir que quelqu'un est là, c'est important. Moi, j'ai toujours vécu cette histoire-là toute seule. Je la vis tous les jours. Il y a très peu de personnes qui le savent. Il n'y en a qu'une seule. Et puis voilà, on vit avec ça. Par rapport à la jeune fille là qui a sa petite fille de 9 mois. Moi j'ai vécu aussi comme ça, c'est-à-dire qu'avoir des enfants après ça permet de faire table rase, de repartir sur autre chose, de se dire qu'on va construire sa vie autrement, même si malheureusement pour moi, mais parce que c'est le restant de ma vie, hein, c'est que n'ayant pas eu de soutien ni quoi que ce soit, moi j'ai... Voilà, comment on va dire ça sans froisser qui que ce soit. J'ai vraiment du mal à construire une vie avec quelqu'un de masculin parce que c'est dur, quoi. Parce que voilà. Mais bon. Mais dites-moi, Joël, vous voyez, vous me dites en même temps qu'au fond, le fait d'avoir eu des enfants vous a permis de faire table rase et en même temps, vous me dites que vous vivez avec cette histoire tous les jours. Donc cette histoire, elle vous hante. Et que, au fond, vous dites l'élément masculin, les hommes, ça reste très compliqué pour vous. Et on peut le comprendre au vu de votre histoire. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous n'allez pas en parler de cette histoire qui vous hante ?
Eh bien, parce que comme je le disais... Pourquoi vous ne vous autorisez pas cela aujourd'hui à enfin parler de ça? Oh, je crois que c'est... Ben, c'est comme dans toutes ces histoires-là, c'est parce qu'on se sent honteux, parce qu'on pense à un moment donné qu'on est responsable de ce qui nous est arrivé. Un enfant responsable? Bah oui. Ah oui, mais un enfant, un enfant peut-il être responsable? C'est un adulte. Non, mais Joël, mais bien sûr, mais je comprends bien. On peut toujours aller dire à quelqu'un, on peut toujours. Non, c'est pas possible. Moi, je l'ai pas fait. Mais vous ne pouviez pas le faire. C'est trop compliqué quand il y a un lien affectif. Quand dans ces histoires incestueuses, il y a une trop grande emprise. Il y a une trop grande emprise quand c'est un parent ou même quand c'est un proche de la famille. L'enfant est tellement vulnérable, vulnérable par... l'enfant est petit déjà, est petit par sa taille, petit psychologiquement. Il ne peut pas, il n'a pas les moyens de se défendre. Donc l'enfant... Oui, mais moi je sais que... bon, c'est sans aucune prétention, ni rien du tout. Hein. Mais... je savais ce qui arrivait, je savais ce qui se passait. Oui. Je savais aussi ce qui se passait dans ma famille, parce que il y avait d'autres histoires dans ma famille et tout ça. À un moment donné, je sais que j'aurais pu, je sais pas, en parler à mon instituteur, en parler aux voisins. Mais Joël, on est dans l'indicible. Il y a quelque chose, quand on est écrasé par la honte, on n'arrive pas à parler. Parce que justement, Joël, ce que vous dites, c'est que vous saviez qu'il y avait quelque chose qui se faisait pas. Et beaucoup d'enfants, comme vous abusés, le disent, et même parfois petits, ils savent au fond qu'il y a quelque chose qui est pas bien. Ils le disent, qui est pas beau, qui est pas bien, qui se fait pas. Et donc, non, quand on est écrasé par le poids... Non mais Joël, on voit à quel point... Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, mais ce que je veux vous dire, Joël, c'est que quand on est écrasé par le poids de la honte et de la culpabilité, on n'arrive pas à parler parce que on a peur d'être jugé, on a peur de pas être entendu. Oui, mais quand vous savez que toute votre famille quasiment est au courant, en tout cas toute la famille proche, y compris mes frères, parce que je n'ai que des frères, j'étais la seule fille de la famille, tout le monde le sait, à un moment donné vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire si je vais le dire, quoi? Mais justement, alors justement, Joël, vous répondez à la question. Quand toute la famille est au courant et que personne n'intervient pour vous défendre, pour vous protéger, pour vous sortir des griffes du bourreau, de l'enfer, qu'est-ce que vous pouviez faire toute seule? Qu'est-ce que vous pouviez faire pour vous défendre, pour vous protéger? Qu'est-ce que vous pouviez... Vous étiez une enfant complètement perdue au sein de votre famille où vous n'aviez aucun moyen de défense. Vous étiez pieds et mains liés. Vous n'aviez aucun moyen de vous protéger, d'être protégé. Donc, moi, ce que j'entends, Joël, c'est qu'il est jamais trop tard pour parler. Et il faut vraiment pouvoir vous déposer ce fardeau. Ne pas rester comme ça. Et vous pouvez trouver aujourd'hui... On en parle, il y a des thérapeutes à qui vous pouvez aller parler de... Ne restez pas avec ce trop lourd secret, ne restez pas avec ce poison, parce qu'il y a des secrets comme ça qui peuvent vous rendre malade. Vraiment, allez parler, Joël. Vous l'avez fait ce soir, déjà sur Europe 1. Vous avez besoin d'en parler, c'est pas rien d'en parler. Parlez-en dans l'intimité d'un cabinet. Je vous embrasse, Joël. Quelques messages pour Joël Osiris qui dit Joël, vous pouvez vous libérer de ce fardeau, et le subversif qui dit on peut décacheter ce fardeau, l'ouvrir, et il est possible de se défaire de ce poids que vous portez. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves, soyez prudents si vous êtes sur la route.